Ok, ben bonjour à tous. Vous êtes ici en fait parce qu'on vous a réunis dans le cadre d'une réunion autour du projet CREA et notamment pour la restitution d'un projet d'une partie de ce projet de recherche qui consiste en une enquête qui a été lancée en France par Chloé et par moi qui travaillons à l'UMR Agroécologie qui visait à sonder l'utilisation des plantes de service pour la gestion des bioagresseurs, une enquête qui était destinée à des agriculteurs et des conseillers. Et donc, du coup, on a souhaité faire une restitution aujourd'hui avec l'ensemble des membres du projet CREA qui ont été invités, mais aussi aux agriculteurs et aux conseillers agricoles qui ont participé à cette enquête et qui souhaitaient avoir des retours sur les résultats de ce travail. Et donc, cette présentation, en fait, constitue une étape du projet CREA, notamment de cette enquête qui vise à comprendre les freins et les leviers à l'utilisation des plans de service pour la gestion des bioagresseurs. Et donc, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions. On les reprendra juste après cette présentation que nous allons faire avec Chloé pour balayer un petit peu les résultats de l'enquête et ça lancera la discussion par la suite. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on appelle plantes de service dans ce travail? En fait, ce sont des plantes qui regroupent des espèces végétales qui sont cultivées alors dans la même parcelle que la culture de rente, mais qui peuvent l'être en bordure. On verra tout à l'heure, c'est le cas pour des haies ou des bandes fleuries, par exemple. En pur ou en association dans l'espace, c'est par exemple le cas pour les couverts d'interculture, ou dans le temps, quand des couverts d'interculture sont alternés avec des cultures de rente en interculture ou en couvert pérenne. Donc, il peut y avoir une phase du cycle de ces plantes de service qui est relativement longue avec les cultures de rente et qui est susceptible de rendre différents services écosystémiques. Donc ça, c'est une définition que le projet CREA a retravaillé sur la base d'une définition du GEVES. Et ces services écosystémiques, ils peuvent être de différents ordres. Améliorer la fertilité des sols, améliorer la diversité biologique, favoriser des auxiliaires, stocker du carbone, limiter l'érosion, etc. On peut insérer des plantes de service de différentes manières dans les systèmes, par des couverts d'interculture, par des plantes de campagne, des bandes fleuries, des bandes enherbées, des haies. Et du coup, ça va regrouper en termes d'espèces une large gamme de familles botaniques, des mélanges, mais aussi des conduites agronomiques en termes de date de semis, date de destruction, densité de semis, qui sont relativement larges dans l'objectif de fournir ces services écosystémiques. Alors, très souvent, une des problématiques de ces plantes de service, c'est lorsqu'on les met en œuvre, on cherche à courir plusieurs lièvres à la fois et souvent pas que deux. Et dans ce projet-là, CREA, on a visé à travailler principalement la gestion des bioagresseurs de culture, puisqu'il est aujourd'hui admis que la gestion des bioagresseurs de culture est nécessaire pour maintenir une production durable des cultures et que la lutte chimique, elle est contrainte notamment par l'apparition de résistances ou par la limitation liée à la réglementation au retrait de certaines molécules, et qu'il est du coup nécessaire de continuer à mener des recherches sur des alternatives à l'utilisation des pesticides de synthèse. Alors les plantes de service, lorsqu'on va les insérer dans les systèmes, elles vont avoir de nombreux modes d'action qui vont dépendre de leur biologie, mais aussi des bioagresseurs. Elles peuvent attirer, piéger, tuer des ravageurs, abriter des auxiliaires, concurrencer des adventices, diluer, cacher la culture des bioagresseurs, stimuler des défenses naturelles, etc. Mais au-delà de ces preuves de concept qui existent dans la littérature scientifique, l'effet de ces plantes de service sur les bioagresseurs reste très variable d'une année sur l'autre, d'un pédoclimat à l'autre. On a, mine de rien, un manque de connaissances sur les caractéristiques biologiques de ces plantes de service qui leur confèrent cet effet potentiel, et aussi sur les conditions agronomiques qui permettent l'expression de ces effets bénéfiques qu'on attend, ce qui amène à un certain nombre de freins à l'adoption de ces plantes de service par les agriculteurs, qui, en comparaison des techniques actuelles de gestion des bioagresseurs, restent d'une efficacité moindre et parfois aléatoire ou variable. Et donc le projet CREA a été créé lié à un collectif qui s'est réuni, un collectif interdisciplinaire qui s'est réuni et a déposé un projet à l'appel d'offres du métaprogramme SumCrop
dans l'objectif de regarder les plans de service sous l'angle de la gestion des bioagresseurs en agriculture en réunissant un collectif qui était interdisciplinaire, des généticiens, des biologistes, des agronomes, des écologues, des économistes, etc., de 14 unités de recherche en France et d'un institut technique, Arvalis, dans l'objectif de poser un cadre de réflexion de l'utilisation des plans de service pour la gestion des bioagresseurs, ravageurs, maladies et adventices, dans différents types de systèmes, grande culture, maraîchage, arboriculture, de générer une base de données qui va centraliser des connaissances sur les espèces que l'on pourrait utiliser en plantes de service pour réguler des bioagresseurs, et c'est l'objet de ce travail d'enquête, identifier les services attendus par les plans de service, par les producteurs et les conseillers, et les freins à l'adoption de ces plans de service. Alors pourquoi on a choisi d'enquêter les agriculteurs et les conseillers sur les plantes de service? Et pour répondre à cette question-là, je vais vous présenter en introduction quelques exemples de cas d'études qui nous amènent à dire que le format enquête, recherche des connaissances expertes, peut nous apporter énormément. Le premier cas, c'est une enquête que j'ai menée et sur laquelle j'ai travaillé lorsque j'étais aux États-Unis, qui visait à comprendre l'utilisation des couverts d'interculture par les agriculteurs bio et conventionnels dans l'objectif de dégager des pistes pour la sélection. C'était une enquête qui avait été lancée à travers tous les États-Unis et qui avait recueilli 440 agriculteurs, ce qui reste relativement modeste vis-à-vis de la population agricole aux États-Unis, mais qui couvrait l'ensemble du territoire et qui a permis notamment de faire ressortir le fait que certains agriculteurs étaient plus ou moins enclins à dépenser de l'argent, à investir de l'argent dans les couverts pour les services qui étaient attendus, ce qui du coup évoque la notion de valeur que peuvent rendre ces plans de service aux yeux des agriculteurs et à quel point ils sont capables d'investir de l'argent pour un service qui potentiellement peut ne pas se rendre. Et en l'occurrence là, les agriculteurs bio dans cette étude étaient enclins à dépenser une somme un peu plus élevée que les agriculteurs conventionnels. Le deuxième point, c'est que la perception des couverts d'interculture et des caractéristiques recherchées étaient globalement les mêmes pour les agriculteurs conventionnels et bio. Et cette étude a permis de dégager des caractéristiques importantes pour les agriculteurs qui permettent de dégager des pistes en termes de sélection variétale, comme par exemple la volonté d'avoir des couverts, des vesses, des trèfles qui étaient beaucoup plus persistants au froid pour passer l'hiver, puisque là-bas, dans certains États, les couverts étant semés à l'automne ont besoin d'hiverner, et c'est dans les premiers jours, enfin dans les jours de printemps, dans les quelques semaines avant d'implanter les cultures d'été, où énormément de biomasse et de services écosystémiques se fait. Et donc, cette enquête a permis de faire ressortir un certain nombre de pistes pour la recherche et pour la sélection. Le deuxième cas vient aussi des États-Unis. Certains peut-être le savent, mais tous les 2 ans, à peu près 2-3 ans, le CERF et le CTIC en fait lancent des enquêtes aux États-Unis pour essayer de comprendre l'utilisation des plantes de service par les agriculteurs. Alors cette enquête, elle est très très large. Elle se concentre que sur les couverts. Au passage, aux États-Unis, les couverts ne ressemblent pas forcément exactement à la vision qu'on en a nous en France. Ça peut être ce qu'on appelle nous des jachères ou jachères environnementales, puisque des couverts, même à base de plantes annuelles, peuvent être maintenus pendant plus d'une année. Et donc cette enquête est intéressante parce que, enfin tout du moins dans les questions qui sont posées, parce que ça permet par exemple de connaître la perception des agriculteurs sur l'histogramme, c'est quand est-ce que les agriculteurs ressentent les bénéfices en termes de santé des sols au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Et donc on voit que l'insertion des couverts dans les systèmes, les agriculteurs disent revoir des effets bénéfiques relativement rapidement. Ça nous permet aussi de voir dans ce genre d'enquête que les agriculteurs ont tendance à semer beaucoup d'espèces, et en tout cas plus de 2 espèces, 3, 4, 5, parfois plus de 8 espèces dans les mélanges, ce qui pose du coup la question des services que recherchent les agriculteurs lorsqu'ils mettent énormément d'espèces dans les couverts. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté multiservice qui est souvent recherché. Alors en France, en fait, il y a quelques enquêtes qui ont travaillé sur les plans de service d'une manière générale. Déjà, en termes d'état des connaissances et de l'utilisation, il existe peu de choses.
Il existe les enquêtes PK menées par le ministère, enfin, qui sont une sorte de recensement agricole, dont une section, la section 3, porte sur la gestion du sol pendant l'interculture, et quelques questions portent sur l'implantation de cultures intermédiaires, type SIPAN, piège à nitrate ou engrais verts, etc. Et donc avec ces quelques enquêtes-là, connaissant les itinéraires techniques des cultures précédentes et suivantes, on a analysé avec Rémi Ballot et Marianne Lebaille, et vous retrouverez sur le site de l'Association française d'agronomie cette présentation, les enquêtes PK sur la partie interculture, qui démontrent notamment que, mine de rien, même s'il y a eu une très forte évolution depuis 2001, on a encore aujourd'hui quasiment 50% des intercultures et même parfois des intercultures longues qui sont en sol nu, mais qu'on sort un petit peu de l'utilisation complètement dominante de la moutarde en interculture, avec notamment l'apparition de mélanges qui est de plus en plus importante dans les intercultures. La destruction de ces couverts reste malgré tout mécanique, et donc du coup ça amène à se poser la question de l'effet potentiel de ces plantes de service d'interculture, en l'occurrence, sur les bioagresseurs que l'on vise quand la destruction elle est mécanique. Et aussi, les biomasses produites et annoncées par les agriculteurs enquêtés sont plutôt moyennes à faibles, ce qui amène aussi à se poser la question de est-ce que la biomasse est la seule manière de produire des services écosystémiques avec ces couverts, ou est-ce que à des biomasses moyennes à faibles, on est quand même en capacité de produire des services, notamment pour la gestion des bioagresseurs. Le dernier cas que je présente ici est une enquête que j'ai lancée il y a 1 an et demi maintenant, qui était relativement simple, qui visait à demander à des agriculteurs de composer des mélanges d'interculture dans l'objectif de gérer les adventices, donc avec cet objectif affiché, et qui visait à dire pour un couvert d'interculture courte, donc par exemple entre un blé et une orge ou un colza et un blé, ou pour une interculture longue, entre un blé et un soja ou un blé et un tournesol, si vous deviez, parmi la liste qui est proposée, mettre 1, 2, 4, 8 ou 16 espèces dans le mélange, lesquelles metteriez-vous? Donc vous retrouverez sur YouTube, si vous cherchez, les résultats de ce travail que j'ai restitué aux agriculteurs peu de temps après qu'ils aient rempli l'enquête, pour leur faire un retour assez rapide. Une enquête qui avait recueilli près de 500 réponses en France, dont 95% d'agriculteurs, relativement bien distribuées sur différents types de typologie de travail du sol. Et en fait, ce genre d'enquête permet par exemple de savoir si ce sont les mêmes espèces qui sont utilisées dans des intercultures courtes ou dans des intercultures longues, si ce sont les mêmes espèces que l'on retrouve de manière dominante dans des mélanges en pur à 2 espèces, à 4 espèces, à 8 ou à 16. Donc tous les agriculteurs étaient obligés de répondre à tous ces mélanges-là, même s'ils ne pratiquent pas des mélanges en pur, par exemple. La deuxième chose intéressante, c'est que ça permet aussi d'identifier des associations qui sont récurrentes dans les mélanges, donc des associations de 2 espèces. Ici, l'exemple d'association de 2 espèces dans un mélange à 2 espèces, pour des intercultures courtes à gauche et pour des intercultures longues à droite, et qui démontre que ce ne sont pas toujours les mêmes espèces qui sont utilisées. Et ce qui est intéressant derrière ça, c'est qu'on peut aller, si on a suffisamment de réponses, ce qui est un peu le cas ici, vers un travail régionalisé, en regardant par exemple à l'intérieur de la région Bourgogne-Franche-Comté ou Poitou-Charentes, etc., quelles sont les espèces qui sont dominantes, leurs caractéristiques biologiques, avec toujours l'idée que le service visé par l'enquête était la gestion de la flore adventice. Alors pourquoi cette enquête dans le projet CREA sur l'utilisation des plantes de service? Eh bien déjà parce que, vous l'avez vu à travers les quelques exemples que j'ai donnés, les plantes de service, c'est beaucoup plus que des couverts d'interculture. Ça peut être des bandes fleuries, ça peut être des plantes de compagne, et il y a une diversité de types de plantes de service qui commencent à prendre chez les agriculteurs aujourd'hui, et que le besoin de recentrer la question de l'utilisation des plantes de service pour la gestion des bioagresseurs était une question primordiale dans le projet CREA. Donc on a souhaité, à travers ce travail d'enquête, 3 choses. Premièrement, comprendre les services pour lesquels les plantes de service sont utilisées, et notamment essayer de comprendre quelle est la valeur qu'accordent les agriculteurs et les conseillers aux services de régulation des bioagresseurs par rapport à l'ensemble des autres services pour lesquels ils sont utilisés, ou ils peuvent être utilisés.
et comprendre pourquoi les agriculteurs en utilisent, en ont utilisé, ont arrêté d'en utiliser, et quels sont les freins à leur utilisation, ce qui peut notamment permettre de dégager un certain nombre de leviers pour plusieurs choses. Un, voir comment on peut améliorer l'utilisation de ce levier biologique de gestion des bioagresseurs, mais aussi identifier des pistes de recherche en lien avec les besoins de terrain, et qui soient des remontées de terrain, des pistes identifiées par des remontées de terrain. Alors, on avait différentes hypothèses au sein du collectif CREA sur les freins à l'utilisation des plantes de service. Des freins qui peuvent être économiques. Les plantes de service, ça coûte, c'est un investissement, il faut les mettre en terre ou au moins les disperser au sol. Ça peut, pour ce qui est des bandes enherbées, des bandes fleuries, prendre de la surface entre guillemets non productive, à part productive de services écosystémiques. Il peut y avoir des freins organisationnels, des freins techniques à l'implantation de ces plans de service, des freins autour de la génétique, soit sur la qualité des semences, soit sur le choix des variétés, la disponibilité des variétés adaptées à nos besoins, des freins agronomiques, des freins pédoclimatiques, c'est-à-dire la possibilité de mettre en œuvre des plantes de service, mais qui ne rendent pas les services pour des questions de climat ou de type de sol non adapté. Des freins autour de la disponibilité des semences et de l'accès à l'offre, et aussi des freins autour de l'information, soit l'information elle manque, soit l'information elle existe mais elle ne diffuse pas. Et donc du coup, cette enquête avait vocation à essayer de dégrossir un petit peu l'ensemble de ces freins et de les classer. Je passe la parole à Chloé, qui était en stage sur ce travail et qui va vous présenter l'enquête qui a été mise en œuvre et une partie des résultats, et je reprendrai la main par la suite. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter le matériel des méthodes. Du coup, on a créé une enquête en ligne avec le logiciel Lime Survey. Donc, en fait, c'était une enquête qui a duré entre 10 et 15 minutes, qui a été co-construite au sein du collectif CREA et relayée dans divers canaux par les réseaux sociaux, Chambre d'agriculture, Coopérative agricole, CIVAM. Elle comportait en fait 4 grandes parties. Donc, la première partie, c'était plus pour caractériser la population sondée. Donc, les agriculteurs et les conseillers, par exemple sur leur type d'exploitation, type d'agriculture, la SAU, enfin des questions assez générales. Ensuite, la seconde partie était plus des généralités sur les plantes de service, donc l'importance que les répondants accordent aux divers services écosystémiques que ces plantes peuvent rendre, et la perception qu'ils ont aussi, est-ce que selon eux, ça va aider à lutter contre les 3 types de bioagresseurs, donc ravageurs, maladies, adventices. La partie 3 était plus sur les freins et les leviers à l'utilisation de ces plantes. Donc, problèmes rencontrés, quelles seraient selon eux les améliorations qu'on pourrait faire. Et enfin, la 4e partie était en fait un retour d'expérience qui était, donc là, c'était vraiment une partie dédiée qu'aux agriculteurs, où en fait, ils pouvaient décrire une situation de réussite ou d'échec sur l'utilisation des plantes de service en vue de lutter contre un type de bioagresseur. Ça pouvait être ravageur, maladie ou adventice. Donc globalement, on a essayé avec cette enquête de balayer un petit peu tout le territoire, mais cette carte a été faite avec les agriculteurs et conseillers qui ont répondu entièrement à l'enquête. Donc on voit que majoritairement, on a essayé de balayer tout le territoire, mais la majorité des répondants se situe plus dans le nord du pays. Globalement, on avait plus d'agriculteurs, donc 63%, 19% de conseillers, 11% de la catégorie haute, donc enseignants. Il y avait des étudiants aussi, mais majoritairement des enseignants. Ensuite, 7% de chercheurs expérimentateurs. Donc globalement, concernant l'expérience que les répondants avaient avec l'utilisation de ces plantes, donc la plupart en utilisent en utilisent encore aujourd'hui et de manière régulière ou de manière ponctuelle, donc 43% pour ceux qui les utilisent régulièrement et 40% pour ceux qui les utilisent de manière moins fréquente, et seulement 6% n'en ont jamais utilisé, donc c'est quand même
la majorité des personnes qui ont répondu utilisent majoritairement des plantes de service. Globalement, dans ceux qui les utilisent de façon régulière, on avait des personnes qui les utilisent depuis 6 à 10 ans. Majoritairement, on a aussi des personnes qui les utilisent depuis moins souvent, 15% pour moins de 5 ans. Par contre, dans ceux qui les utilisent de façon moins régulière, donc ponctuellement, on a une majorité de personnes, donc 30%, qui les utilisent depuis moins de 5 ans. Donc, concernant l'importance des services accordés aux services écosystémiques que peuvent rendre ces plantes, ce qu'on peut retenir, c'est que les services liés au sol sont considérés comme très importants. On le voit dans la donc sur les graphiques, on peut voir qu'à plus de 60%, on a plus de 60% à chaque fois dans la catégorie des très importants. Ensuite vient tout ce qui est lié au fait de lutter contre les bioagresseurs. Donc là, dans le graphique en bas à droite, le fait de favoriser les auxiliaires prédateurs de ravageurs, par exemple, on est à 46% de personnes qui pensent que c'est très important et 43% qui pensent que c'est plutôt important. Donc, c'est des services qui sont aussi considérés comme très importants. Après, vient tout ce qui est lié au fait de favoriser les auxiliaires pollinisateurs, la lutte contre les bioagresseurs. Là, on a un petit peu moins que... On a 40%, mais bon, globalement, ça reste un service aussi très important. Et le fait d'améliorer la qualité des eaux de surface et souterraines, qui est aussi considéré comme très important. Donc globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que en fait, peu de répondants considèrent qu'aucun service n'est sans aucune, n'a pas d'importance. Les services qui sont liés au sol sont majoritairement considérés comme plus importants que ceux qui sont liés à la lutte contre les bioagresseurs, même si voilà, c'est quand même la lutte contre les bioagresseurs a quand même une place importante pour eux. Alors, donc du coup, les facteurs qui influencent l'importance accordée aux services écosystémiques, donc ce qui est noté en rouge dans le tableau, en fait, c'est ce qui a un impact négatif. Donc, les personnes qui font partie de cette case ont tendance à penser que le service qui lui est associé est peu important et donc du coup, ce qui est en vert, le service est considéré comme très important. Donc globalement, ce qui va influencer, on a l'expérience en termes de fréquence d'utilisation. J'ai parlé tout à l'heure de, voilà, est-ce qu'ils utilisent de façon ponctuelle ou régulière. Par exemple, pour le service qualité du sol, le fait d'améliorer la structure du sol, c'est considéré comme très important pour les agriculteurs qui utilisent ces plantes régulièrement et sur une majorité de parcelles. Par contre, ce n'est pas le cas pour ceux qui les utilisent de façon ponctuelle et qui ont arrêté. Ensuite, on peut noter aussi, donc, par exemple, la lutte contre les bioagresseurs. Le fait qu'ils les utilisaient, que ce soit de manière ponctuelle ou régulière, ils ont arrêté, une majorité d'agriculteurs ont arrêté de les utiliser. Concernant les freins à l'utilisation de ces plantes, donc globalement, les principaux freins sont liés au climat, donc pédoclimatique, tout ce qui est lié aussi au coût des semences et à l'information. Donc, c'est les principaux freins qui ont été mis en avant. On voit la difficulté d'installation des plantes de service dues au climat à 76%. Le coût des semences certifiées est trop important pour 70% d'entre eux. Et enfin, 58% pensent qu'il y a un manque d'informations sur certaines plantes ou de conseils sur le choix des variétés. Après, on passe en dessous de la barre des 30%. Donc, ça reste... il y a quand même un fossé entre les trois freins que je viens de citer et ceux d'après. Alors, globalement, les facteurs qui ont influencé, où il y avait un lien en fait avec les problèmes rencontrés, on avait l'expérience en termes de nombre d'années d'utilisation, le type d'agriculture et l'expérience. On avait, non, ça je viens de le dire, pardon, et le système de production. Donc, par exemple, pour ce qui est de la viabilité des semences, ceux qui utilisent les plantes de service depuis moins de 5 ans n'ont pas rencontré ce problème. Par contre, ceux qui les utilisent de manière
depuis plus longtemps, c'est-à-dire entre 6 et 10 ans, on a quand même, ils ont rencontré ce problème. Concernant le coût des semences certifiées, donc là, le type d'agriculture jouait. Par exemple, ceux qui sont en ACS ont rencontré majoritairement ce problème. Concernant le manque d'informations, là, il y avait un biais parce qu'en fait, les agriculteurs et les conseillers ne répondaient pas de la même manière, où en fait, les conseillers, en fait, pour les conseillers, il y a un manque d'informations et pour les agriculteurs, il y a plus un manque de diffusion de ces connaissances qu'on en a actuellement sur ces plantes. Et enfin, par exemple, pour le le problème de manque d'équipement, là, on avait le système de production qui avait une influence. Donc, ceux qui sont en polyculture élevage avec maraîchage de plein champ avaient rencontré ce problème. L'autre point qu'on a questionné dans l'enquête, c'était de savoir si les plantes de service pouvaient être une aide à la gestion des bioagresseurs, selon les conseillers des agriculteurs. Et donc, ils devaient mettre une note de 0 à 10. Donc, 0 pour non, les plantes de service n'ont aucun intérêt pour gérer ce bioagresseur, que ce soit des adventices, des ravageurs ou des maladies. À 10, oui, absolument, c'est une aide parfaite pour gérer les bioagresseurs. Alors, on voit que la note moyenne mise par le panel de répondants pour la gestion des adventices est de 6,17, 6,29 pour les ravageurs et 5,83 pour les maladies. Finalement, ça correspond un peu à l'hypothèse que l'on avait, c'est que les plantes de service peuvent être potentiellement une aide à la gestion des bioagresseurs et sûrement moins pour les maladies que pour les ravageurs ou les insectes, que les ravageurs et les adventices. Par contre, on a vu qu'il y avait des facteurs qui influençaient cette note-là, et notamment le fait que les agriculteurs soient impliqués dans une démarche de réduction de phyto. Alors, on l'a appelé comme ça dans l'enquête, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être dans une démarche éco-phyto, ça peut être dans une démarche HVE, une démarche personnelle, pas forcément labellisée. Mais en tout cas, les personnes qui sont impliquées dans une démarche phyto ont tendance à mettre des notes plus élevées, c'est-à-dire considérer que les plantes de service sont une aide à la gestion des bioagresseurs. L'autre question qui était posée, c'était quel serait, d'après vous, le coût maximal que vous seriez prêt à investir dans des plantes de service pour la gestion des bioagresseurs? Alors, on sous-tend que cette question, elle est sûrement dépendante de l'efficacité qu'on peut y voir. Du coup, on émet l'hypothèse que ce coût maximal est pour des plantes de service qui, du coup, auraient une efficacité. On voit finalement que les coûts qui sont donc maximaux, qui sont affichés, 37 € pour la gestion des ravageurs, 45 € pour les maladies, 41 € pour les adventices. On voit que ce sont des coûts qui sont relativement faibles par rapport à ce qu'on connaît de l'utilisation des coûts de semences des plantes de service. Et par ailleurs, des coûts qui sont relativement faibles par rapport à ce qu'on connaît des programmes de gestion mis en œuvre pour gérer ces bioagresseurs. Donc ça veut dire qu'on considère, ça c'est une hypothèse, mais qu'on considère quand même ce levier comme un levier partiel et que du coup on n'est pas prêt à investir des sommes très élevées dans des plantes de service parce que peut-être on doute un peu de l'efficacité de ce levier. En tout cas, le coût est légèrement plus faible pour gérer des maladies, des adventices et des ravageurs. Alors après, on a posé deux questions intéressantes, c'est les deux diapos qui vont suivre, et en fait qui sont intéressantes par rapport à comment les réponses aux deux questions se comportent. La première, c'était quelle est d'après vous la perception que vous avez de l'effet des plantes de service sur la pression des bioagresseurs? Est-ce que d'après vous, les plantes de service jouent fortement sur la pression des bioagresseurs que vous avez dans vos parcelles? Alors en vert, pas du tout, ça joue pas du tout. En vert clair, ça joue modérément. En bleu foncé, ça joue très fortement. Et en bleu clair, ça joue faiblement. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que finalement, au-delà des 38%, 32% et 34% de sans-avis, seulement 13%, 9% et 8% des répondants disent que ça ne joue pas du tout. Donc, ça veut quand même dire que la majeure partie des répondants pensent que ça peut avoir un effet. Petit rappel à ce moment-là, seulement 6% des agriculteurs n'utilisent pas des plantes de service
c'est ce que Chloé a dit tout à l'heure au début de l'enquête, donc on est majoritairement sur une population sondée qui utilise les plantes de service. Ça n'a pas vocation à être représentatif de la France, mais ça veut dire que globalement, les personnes qui répondent et qui utilisent les plantes de service considèrent que ça peut avoir un effet, 6% très fortement sur les maladies, 11% très fortement sur les adventices, 14% très fortement sur les ravageurs. Donc globalement, les effets sont modérés à faibles pour toutes les catégories et il y a un pourcentage de pas d'effet qui est relativement faible. Alors ce qui est intéressant, c'est que 13% des personnes pensent, 13, 9 et 8% pensent que ça ne joue pas du tout sur la pression des bioagresseurs. Et pour autant, encore moins, donc 4%, 1% et 2%, pensent que ça joue sur la gestion des bioagresseurs qu'ils vont mettre en œuvre. Donc la question qui est posée là, c'est est-ce que d'après vous, les plantes de service, par exemple, vous ont permis de réduire les leviers de gestion que vous mettiez en œuvre par ailleurs quand vous gériez ces bioagresseurs, herbicides, désherbage mécanique, insecticides, etc., etc. Donc alors même que un certain nombre d'agriculteurs pensent que ça peut jouer fortement, modérément, et 13%, 9%, 8%, pas du tout, eh ben, ces effets sont encore plus accentués. Donc du coup, peu de répondants n'ont pas vu d'effet, ce qui est vraiment très étonnant. Enfin, nous, on ne s'attendait pas à ce que ce soit encore plus accentué en termes de gestion qu'en termes de pression, puisque l'hypothèse, c'est qu'il peut y avoir un lien entre la pression des bioagresseurs et la volonté de les gérer, et un effet faible à modéré pour globalement toutes les catégories, avec un effet qui est peut-être un peu plus prononcé sur les ravageurs, ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux maladies qui est peut-être moins gérée par les plantes de service. On a permis avec cette enquête du coup aussi de sonder les leviers que les agriculteurs et les conseillers pensaient pouvoir voir développer pour favoriser l'utilisation des plantes de service. Et là, on s'aperçoit que globalement, toutes les catégories que l'on avait données, même la catégorie autre, qui visait aux agriculteurs à s'exprimer par eux-mêmes, et finalement, on a des pourcentages très très élevés pour quasiment tous les leviers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de leviers à développer, mais aussi, on avait mis une mention, il n'y a rien du tout à développer sur les plans de service, et globalement, il n'y a que 1% des répondants qui ont répondu ça, ce qui veut dire qu'il y a des choses à faire, mais que ces choses à faire sont relativement diverses, de créer une base de données sur les plantes de communes avec des informations, beaucoup plus de recherche sur les plans de service, une meilleure diffusion des connaissances existantes, développer des variétés qui sont adaptées au climat futur pour qu'on puisse les installer, une meilleure diffusion des innovations réalisées dans ce domaine, développer des variétés qui sont plus adaptées pour gérer les bioagresseurs communs, parce que les variétés que l'on a ne sont pas forcément toujours développées dans cette optique-là. Enfin, une des dernières questions visait à savoir si les agriculteurs utiliseraient dans le futur des plantes de service, et si oui, pourquoi. Donc 6% disent qu'ils n'en utiliseront pas, bon, finalement, qui correspond peut-être à vérifier aux 6% qui n'en utilisaient déjà pas. 29% disent oui, je vais continuer à en utiliser, mais pas pour le service de gestion contre les bioagresseurs. Seulement 4% vont les utiliser uniquement pour ce service-là. Et on revient du coup à notre discussion du départ, qui est 62% des répondants disent continuer à vouloir utiliser des plantes de service, mais pour du multiservice et pas que le service de gestion des bioagresseurs. Ce qui nous amène du coup à cette diapo de conclusion, et après on prendra vos questions et on réagira ensemble, qui est que du coup, ce travail il montre que les plans de service sont majoritairement insérés dans les systèmes pour les services qu'elles peuvent rendre au sol, et ce, de manière un peu plus prégnante que pour l'importance pour la lutte contre les bioagresseurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, entre la santé des sols, par exemple, et la lutte contre les bioagresseurs ou la santé des plantes, et qu'il y a peut-être du lien à faire de plus en plus en termes de recherche, et c'est le cas dans certains programmes de recherche entre ces deux choses. Le deuxième, c'est que l'expérience d'utilisation des plantes de service par les agriculteurs, le type de travail du sol qu'ils mettent en œuvre, joue un rôle important dans l'importance que les agriculteurs accordent à ces services. On voit que les agriculteurs qui sont expérimentés accordent de plus en plus d'importance à ces plantes de service et que certains ont pu en utiliser mais ont abandonné, ce qui veut dire que le travail de groupe, les agriculteurs entre eux, pourrait permettre de monter collectivement en compétences et de partager les réussites et les échecs
et aussi entre la recherche et les agriculteurs. Parmi les principaux problèmes qui sont évoqués, on a ceux qui sont liés au climat, à l'installation des espèces, et aussi qui sont d'ordre informationnel et économique, c'est-à-dire où est l'information, si elle existe, comment on la rend disponible, et aussi le fait que ces couverts coûtent. Ce qui veut dire que ça pose des questions sur comment on peut optimiser les pratiques agricoles pour réduire les coûts, optimiser les mélanges, optimiser les techniques d'implantation, tout en vérifiant que les services attendus sont mis en œuvre, enfin sont acquis. Comment on peut mieux communiquer pour informer sur les connaissances acquises sur les plans de service et comment on peut s'adapter pour notamment faire face au changement climatique et pérenniser ce levier-là, l'installation des couverts pour les services rendus. Enfin, en termes de perspective, on a à ce jour peu dépouillé la partie de l'enquête qui consistait aux agriculteurs à tracer une situation d'échec et de réussite. Et ça fait partie des perspectives de travail qui seront sûrement très, très informatives puisque les agriculteurs devaient s'exprimer sur une situation d'échec ou de réussite, sur la gestion d'un bioagresseur dans une culture par l'utilisation d'une plante de service avec un mode d'insertion particulier. Donc, il y a fort à parier qu'on ait beaucoup d'informations parmi les 235 répondants sur ces parties échecs et réussites. Voilà, on vous remercie pour votre attention et du coup, on va passer à la série d'échanges et de questions pour répondre à toutes vos interrogations. Donc, si certains veulent allumer leur caméra et leur